Quelques mots sur le cyberespace pour terminer le thème de la connaissance au programme d'HGGSP en terminale. Le cyberespace, qu'est-ce que c'est? Si on commence par une définition. Le cyberespace, c'est un espace dont on peut dire qu'il a trois caractéristiques. D'abord, c'est un espace immatériel. Un espace immatériel, donc c'est pas vraiment un espace au sens traditionnel du terme, puisque par définition, un espace c'est matériel. Celui-là est immatériel. Deuxième caractéristique, il est transnational. Il ne connaît pas les frontières, et, ou du moins, il est assez difficile de rendre les frontières actives dans le cyberespace, mais enfin, on verra quand même que les frontières existent. Mais enfin, dans son principe, le cyberespace est transnational. Et troisième caractéristique, il est peu contrôlé. C'est un espace immatériel, transnational et peu contrôlé, et c'est avant tout un espace d'échange d'informations. Alors on peut se demander si un espace d'échange d'informations qui est à la fois immatériel, transnational et peu contrôlé, on peut se demander si ce n'est pas la société de la connaissance. La société de la connaissance et non plus seulement la société de la connaissance en puissance, c'est-à-dire potentielle à réaliser, mais peut-être la société de la connaissance en acte, c'est-à-dire déjà réalisée, la société de la connaissance véritablement à l'œuvre. Alors pour préciser et répondre à cette question, si ce n'est pas la société de la connaissance en acte, on va déjà prendre la mesure de ce que c'est que le cyberespace concrètement. On en a donné la définition. Voyons maintenant la composition du cyberespace. Le cyberespace se compose de trois couches. Et c'est pour ça qu'il n'est pas totalement immatériel, parce que la première couche est parfaitement matérielle. La première couche du cyberespace, c'est le réseau. Le réseau, c'est-à-dire c'est l'ensemble des terminaux, des serveurs, des câbles sous-marins notamment, des satellites, des data centers, toute cette infrastructure véritablement matérielle du cyberespace. Donc il y a une dimension matérielle dans le cyberespace. La deuxième couche du cyberespace, c'est encore l'infrastructure, mais cette fois-ci c'est l'infrastructure numérique. Là, on arrive dans le domaine immatériel. L'infrastructure numérique, c'est-à-dire tout ce qui permet au cyberespace de fonctionner, mais qui n'est pas matériel. C'est-à-dire les systèmes d'exploitation, déjà, comme Windows par exemple, les logiciels, les applis, les moteurs de recherche. Tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas l'échange d'informations lui-même, mais qui le rendent possible. Donc on pourrait dire des infrastructures, mais des infrastructures qui ne sont pas matérielles, qui sont numériques. Et puis enfin, troisième couche du cyberespace, bien sûr, le contenu informationnel, les informations qui circulent, qu'elles soient des informations textuelles, des informations sous forme d'images, sous forme de vidéos, de sons ou autres. Le cyberespace, c'est un ensemble d'éléments, mais c'est aussi un ensemble d'acteurs qui agissent dans le cyberespace et qui tentent de le contrôler. Alors parmi ces acteurs, on pourrait en signaler de nombreux. Vous avez les particuliers, bien entendu, chacun derrière son ordinateur ou avec son smartphone. Vous avez les professionnels, évidemment, qui, eux, travaillent dans le cyberespace, c'est leur travail, et ils sont nombreux, les informaticiens, les web développeurs, etc. Vous avez les hackers, qui là est une catégorie de professionnels ou de particuliers particulièrement compétents. Les hackers, ça fait partie de ces acteurs du web qui jouent un rôle important. On peut signaler aussi une autre catégorie d'acteurs, ce qu'on appellerait les collectifs. Les collectifs, alors on aurait dit par le passé des associations ou des ONG. En fait, les associations ou les ONG, elles sont organisées,
elles sont organisées de façon formelle, alors que ce qu'on appelle un collectif, c'est un ensemble de personnes, mais organisées de façon informelle. Et sur le web, il y en a beaucoup. Alors c'est par exemple l'organisation des Anonymous, par exemple, qui rassemble à la fois des hackers, des citoyens, et qui s'organisent pour utiliser le cyberespace en fonction d'objectifs qui sont les leurs. L'exemple de Wikileaks aussi, par exemple, qui est là aussi un collectif organisé autour de Julian Assange pour faire circuler de l'information, pour trouver des informations dont ils estiment qu'elles sont d'intérêt collectif. Autre type d'acteurs, au-delà des particuliers, des professionnels, des hackers, des collectifs, il y a bien sûr les États. Les États jouent un rôle dans le cyberespace, ou du moins ils tentent d'y jouer un rôle. Et bien entendu, ce dont on ne peut pas éviter, les entreprises. Les entreprises qui sont les véritables pilotes du cyberespace, et parmi elles, celles qu'on appelle les GAFAM. Alors, ça en fait 5, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. On pourrait en rajouter d'autres. Évidemment, simplement, voilà, cet acronyme résume assez bien le fait qu'on est dans une situation oligopolistique. Un oligopole, c'est un peu comme un monopole. Un monopole, c'est quand il y a un seul acteur qui domine tout. L'oligopole, c'est quand il y a un petit nombre d'acteurs. Parce que bien évidemment, ces entreprises, et tout particulièrement les GAFAM, du moins cet oligopole qui ne se limite pas aux GAFAM, qui dépasse bien sûr les seules 5 entreprises, mais qui sont des acteurs assez peu nombreux, cet oligopole maîtrise parfaitement à la fois le réseau, l'infrastructure numérique et le contenu informationnel. Le réseau, c'est eux qui l'installent, c'est eux qui le fabriquent. L'infrastructure numérique, c'est eux qui la programment. Et le contenu informationnel, ils le contrôlent, ils le maîtrisent, voire même ils initient eux-mêmes des informations, ils lancent des informations. Donc certains acteurs, en fait, comme les entreprises, tout particulièrement cet oligopole, les entreprises maîtrisent véritablement les 3 couches du cyberespace. Ce n'est pas forcément le cas des autres acteurs. Les simples particuliers ne maîtrisent pas grand-chose, en fait. Ils ne maîtrisent pas du tout le réseau. Ils achètent ce qu'on leur fait acheter, mais ces appareils sont programmés d'une certaine façon qu'eux ne maîtrisent pas, avec parfois même de l'obsolescence programmée. Ils ne maîtrisent pas du tout l'infrastructure numérique puisque ils sont obligés d'utiliser soit Windows, soit quelques autres possibilités, mais assez peu nombreuses, pour utiliser le cyberespace. Alors, il y a quand même sur l'infrastructure numérique, là, il y a le développement avec Linux, par exemple, d'un système d'exploitation qui là peut être maîtrisé par les particuliers. Mais ça n'a pas le poids et l'influence de Windows ou des systèmes d'exploitation du Mac, par exemple. Et puis le contenu informationnel, alors là, les particuliers pensent le maîtriser. C'est eux qui font des publications sur les réseaux sociaux, c'est eux qui les reçoivent, qui les refusent ou autres. Sauf que on sait bien que les algorithmes canalisent, organisent, certains diront même censure, mais enfin, en tout cas, les algorithmes organisent la circulation de ce contenu informationnel. Donc les particuliers ne contrôlent pas grand-chose. Et au milieu, vous avez ceux qui essaient de contrôler un peu plus, que ce soit les hackers, les collectifs plus ou moins citoyens, les États, bien évidemment, qui essaient de mettre la main sur le cyberespace et qui ont du mal. Donc ces multiples acteurs ne maîtrisent pas aussi bien les uns que les autres ces 3 couches. On dirait que la maîtrise chacune de ces 3 couches est différenciée en fonction des acteurs. Alors le cyberespace, on n'est qu'au début. Et au début de son histoire, on peut s'interroger sur quels sont les horizons, c'est-à-dire quel est l'avenir du cyberespace, vers quoi va-t-il ? La société de la connaissance en acte peut-être, mais en tout état de cause, ce n'est que le début de la société de la connaissance si ça l'est. Et donc, on peut se demander dans quelle mesure le cyberespace va vraiment devenir une société de la connaissance parfaitement épanouie et prospère. Alors, il y a plusieurs horizons possibles.
justement, le premier horizon, le premier avenir du cyberespace, c'est l'espoir d'instantanéité, d'horizontalité et de transparence. 3 termes qui caractérisent très bien le cyberespace et qui représentent un peu l'espoir de la société de la connaissance, parce que c'est ça, la société de la connaissance, c'est une société où tout le monde est au courant. Donc c'est l'instantanéité et la transparence. On est au courant en temps réel, c'est l'instantanéité, et on est au courant de ce qu'on veut, c'est la transparence. Et c'est un espace dans lequel chacun peut intervenir justement pour partager des connaissances, pour produire et diffuser des connaissances. Puisque c'est ça la définition de la société de la connaissance, une société dans laquelle l'activité principale des membres de cette société, c'est la production et la diffusion de connaissances. Et donc cette horizontalité, c'est l'idée que chacun peut participer, qu'on ne se contente pas de recevoir des connaissances, de consommer des connaissances, mais qu'on est soi-même aussi producteur, diffuseur, que chacun agit pour canaliser, choisir, relayer des informations. Et c'est donc dans une logique horizontale où ça se passe entre pairs, pairs P-A-I-R-S, entre pairs où des égaux feraient circuler la connaissance. Et cette idée d'horizontalité et de transparence et d'instantanéité porte l'espoir d'une émancipation des pouvoirs. Les citoyens agissent, les différents acteurs, pas seulement les citoyens d'ailleurs, l'ensemble des acteurs du cyberespace agiraient indépendamment de pouvoirs qui les contrôleraient, puisqu'ils agissent de façon horizontale, donc sans passer par un pouvoir supérieur au-dessus d'eux, qui jouerait les intermédiaires obligés, et ils interagiraient en temps réel, donc sans qu'on puisse les interrompre, ou du moins on n'agirait pas assez vite, et puis de toute façon ils ont accès à tout, c'est la transparence. Donc ça c'est l'espoir, le premier horizon du cyberespace. Alors, il y a un certain nombre de faits, d'actions, d'événements qui, dans l'histoire récente, suggèrent qu'on en prend le chemin. Le meilleur exemple qu'on cite souvent, c'est MeToo. MeToo, c'est un mouvement lancé par des femmes qui protestent contre le harcèlement sexuel, les abus sexuels et sexistes d'une manière générale. Et cette protestation, elle s'est développée grâce aux réseaux sociaux, grâce au cyberespace. C'est cette logique d'horizontalité, justement. Les femmes qui, en tant que simples citoyennes, n'ont pas eu besoin de passer par l'intermédiaire de pouvoirs qui risquaient de filtrer, de canaliser, voire même de censurer leurs paroles, et des pouvoirs qui sont souvent entre les mains des hommes, par conséquent, qui risquaient de bloquer cette circulation d'informations. Et les femmes, entre elles, ont fait circuler cette information, et ça a suscité un véritable mouvement planétaire avec d'énormes conséquences, des conséquences politiques, des conséquences législatives et réglementaires, des conséquences pénale aussi pour un certain nombre d'hommes, et plus largement une prise de conscience et un véritable changement culturel. Donc le mouvement MeToo, c'est un excellent exemple justement de cette logique d'instantanéité, d'horizontalité et de transparence. De même, la deuxième image, plus à droite, représente les printemps arabes. Les printemps arabes, c'est là aussi un grand exemple de mouvement qui est né dans le cyberespace, hors du contrôle des pouvoirs. Les printemps arabes, c'est une série de révolutions qui ont eu lieu au printemps 2011 dans les pays arabes. C'est parti de Tunisie et ça a affecté presque tous les pays arabes. Alors dans certains, ça a été une véritable révolution, comme en Tunisie et en Égypte. Dans d'autres, ça a donné lieu à des guerres civiles, comme en Syrie ou en Libye. Mais d'une manière générale, il y a eu pendant quelques semaines et quelques mois même, un véritable mouvement citoyen, un véritable espoir de révolution dans tout ce monde arabe autour de la Méditerranée, en Asie du Sud-Ouest, dans un monde arabe qui semblait rester un peu à l'écart de la démocratie, des droits de l'homme. Et bien là, il y a eu une revendication très importante et un véritable soulèvement citoyen. Et ces printemps arabes, de la même façon, sont partis des réseaux sociaux et se sont réalisés grâce
aux réseaux sociaux grâce à cette logique d'instantanéité, d'horizontalité, de transparence. C'est un mouvement qui a complètement échappé au pouvoir politique, un véritable mouvement citoyen.